Bonjour. Avant de commencer, je voudrais réitérer encore mes remerciements et mes félicitations pour les organisateurs de cette importante manifestation qui nous réunit depuis hier et qui nous permet de bien réfléchir sur des questions qui nous concernent actuellement, en premier lieu sur le plan maghrébin. Alors je voudrais aussi dire que nous allons continuer un peu nos travaux d'hier, mais aujourd'hui le thème sur lequel nous allons tous débattre et réfléchir, c'est la place du citoyen dans la Constitution. Alors, la place du citoyen se présente de deux manières. Le citoyen est objet, bien sûr, de la Constitution, ou bien il est sujet. Alors, la matinée est divisée en deux parties. Alors, nous commencerons donc par la partie concernant le citoyen objet. Et là, j'ai des intervenants de marque. D'abord, la parole, je vais la donner à Madame Nif, sur l'individu, le grand absent de la Constitution. Ensuite, si Walid El-Arabi, je crois qu'il est là. Il est là, bien. Alors, l'égalité homme-femme dans la Constitution. Ensuite, Fatma Lafi sur le citoyen dans la Constitution. Alors, on va ajouter un quatrième intervenant. Je crois que c'est M. Mounir, Jana, sur le quadre. Vous venez de Gendouba? Ah oui, oui, c'est ce que vous m'avez dit, oui. Alors, donc, vous êtes le bienvenu. Alors, donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Mme Inna Minif sur l'individu et le grand absent de la Constitution. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un vaste sujet au contour très peu défini en réalité que de parler de l'individu, le grand absent de la Constitution. Vous avez peut-être remarqué que ce titre n'est pas ponctué et on peut se demander s'il s'agit d'une interrogation ou d'une affirmation. Donc la ponctuation de cet intitulé est livrée à l'interprétation et à l'appréciation du lecteur, et en l'occurrence le lecteur est profane, consommateur de droit constitutionnel, comme l'a signalé hier le professeur Ayab Belanchour. C'est un lecteur qui a ignoré le juriste d'État lorsqu'il n'a pas honni l'instrument de l'implacable dictature et qui actuellement et qui aujourd'hui tente de cheminer aux côtés du juriste du peuple dont auquel vous avez fait référence hier, professeur Rousseau. Et justement, il y a une image qui m'a beaucoup interpellée hier, c'était le passeur de mots. Alors l'interrogation, c'est justement passeur de quels mots pour quel projet? Il y a donc d'abord l'interrogation. Et je pense que l'interrogation ne se limite pas à la place de l'individu dans la Constitution tunisienne. Nous avons parlé hier de l'universalité du propos constitutionnel et de la geste constitutionnelle. Et je crois que cette interrogation est aussi universelle. Quelle est la place de l'individu dans le projet politique universel? Et je pense que même si ce débat n'est pas forcément un débat d'intérêt populaire, l'occasion de la Constitution tunisienne à l'occasion d'une révolution, même si sur la terminologie, certains s'interrogent encore s'il s'agit d'une révolution ou pas, mais je pense que, ayant vécu cette rupture du 14 janvier 2011, la Tunisie est entrée dans un processus révolutionnaire et qu'à l'occasion de cette révolution, les élites intellectuelles et les élites politiques du pays se doivent et devront s'inscrire dans cette grande interrogation qui est posée aujourd'hui à l'échelle universelle, justement, quelle est la place de l'individu dans le projet politique, mais aussi dans le projet philosophique de l'humanité pour les années à venir. Je pense personnellement que nous arrivons à la fin d'un cycle. À la révolution industrielle succède aujourd'hui la révolution numérique. Nous avons vécu la démocratie de marché, la démocratie libérale, la démocratie représentative. Aujourd'hui, on peut s'interroger sur l'efficacité de ce mode de représentativité ou d'expression populaire et d'expression individuelle. Et nous sommes arrivés à la fin du cycle de la modernité rationnelle. Aujourd'hui, nous sommes aussi en droit de nous interroger
sur le devenir de la modernité dans le monde, mais le devenir de la modernité dans nos pays. Est-ce que nous nous sommes appropriés la modernité rationnelle? Est-ce que nous avons partagé les valeurs de la modernité rationnelle telles que conçues et telles que perçues et telles que intériorisées ailleurs et sous d'autres cieux? Et finalement, la grande question à laquelle nous devons répondre, c'est de savoir si aujourd'hui notre projet est de mettre l'individu au centre de notre réflexion, est-ce de réfléchir le bonheur de l'individu ou de continuer à imaginer la relation de l'individu avec le monde qui l'entoure en tant qu'instrument plutôt qu'en tant qu'acteur, en tant qu'instrument plutôt qu'en tant que finalité. Aujourd'hui, l'individu est happé par la logique du marché, par la logique de la croissance, par la logique d'une uniformisation du devenir de l'humanité. Et toutes ces interrogations nous conduisent à nous dire qu'effectivement, notre Constitution, nos constituants, mais tous les intervenants, tous les intellectuels qui ont participé au processus d'élaboration de la Constitution ne se sont pas arrêtés à cette grande interrogation d'envoyer un message finalement à travers la nouvelle constitution tunisienne qui évoque une nouvelle philosophie, une nouvelle approche, une nouvelle idéologie de ce que pourrait être la place de l'individu dans un pays en devenir. Hier, vous avez fait référence, professeur Rousseau, je m'adresse directement à vous, en citant la signature du roi au texte fondateur, et vous avez justement évoqué la problématique, toutes les problématiques qui se posent dans toutes les constitutions, y compris la problématique religieuse, y compris la problématique de Dieu. Mais je voudrais commenter ce que vous avez dit en disant la chose suivante. Le roi avait signé un texte fondateur qui avait ouvert la voie à un nouveau cheminement. Et donc, ce texte était une rupture et une continuité. 2 siècles après, nous sommes sur un débat qui porte un héritage, certes, un héritage universel, mais qui reste tourné vers des problématiques, j'allais dire, du passé, et qui n'est pas innovant dans son imaginaire et dans sa conception de la place aujourd'hui de l'humain dans le projet de l'humanité. Donc ceci est une interrogation, et je pense que nous avons aujourd'hui une constitution qui a intégré une part de l'héritage humain, une constitution qui a hérité une part des acquis universels de l'humanité, mais malheureusement une constitution qui n'a pas ouvert la voie à de nouvelles perspectives qui participeraient à la réflexion que posent aujourd'hui autant les politiques que les intellectuels à travers le monde sur le siècle à venir, sur la nouvelle pensée qui va émerger de toutes les contradictions et de toutes les contradictions qui traversent nos sociétés, mais aussi de toutes les contraintes et de toutes les insuffisances que le modèle avec lequel nous avons vécu jusqu'à ce jour a pu générer. Cela étant, cette situation n'empêche pas que, partant de cette constitution et en voulant se projeter dans les 30 années à venir, ou dans les 50 années à venir, nous devons nous dire qu'effectivement cette constitution ne peut pas être figée, que notre projet de société ne peut pas être figé, et que par conséquent, nous avons une opportunité peut-être unique de participer à la gestation de nouvelles idées qui traversent le monde. Alors la deuxième interrogation ou la deuxième ponctuation serait l'affirmation. Et oui, il y a une affirmation, l'individu est le grand absent dans notre Constitution. Il est le grand absent en réalité du fait du contexte. Car après le moment d'enthousiasme, si je puis dire, révolutionnaire qui a suivi le 14 janvier, il y a eu un projet politique duquel nous avons voulu sciemment, consciemment ou inconsciemment élaguer la question de l'identité. Je crois que nous avons tous commis une grande erreur de considérer que le débat sur la Constitution n'était pas un débat identitaire. Il était éminemment identitaire. Car chaque moment fondateur est un moment qui définit les contours du projet sociétal. Et le projet sociétal a une composante identitaire dont on ne peut pas nier l'importance
capitale. Et je crois que finalement nous avons résumé le débat entre un fondamentalisme identitaire sans connotation péjorative et sans jugement de valeur. C'est un fondamentalisme identitaire qui s'est heurté à un courant de pensée qui a voulu défendre un héritage moderniste et qui s'est tourné vers les acquis d'une certaine modernité appropriée par une catégorie de la population, mais dont une autre catégorie ne s'est pas appropriée lorsqu'elle ne l'a pas rejetée. Et je crois que dans cette démarche du projet politique, nous avons finalement voulu faire l'impasse sur le débat identitaire par une affirmation: nous sommes tous musulmans, nous sommes tous arabes. Et à partir de cette affirmation, nous avons dénié l'identité individuelle et nous avons opté pour une identité collective qui est aussi un pas dans l'uniformisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail des articles de la Constitution qui sacrifient l'individu en tant qu'individualité au profit de la collectivité. Mais je dirais que cette phrase magique a conduit à un consensus. Et hier, je crois que c'est M. Paolo qui avait dit la théorie des constitutions consensuelles est un sujet à poser, car le consensus était autour des mots, il n'était pas autour de l'interprétation. Par conséquent, selon le rapport de force politique qui sera réalisé dans le pays, ou qui sera en présence dans le pays, l'individu existera ou sera définitivement absent, selon que le projet auquel nous devons réfléchir finalement et qui n'est pas figé, le projet d'une nouvelle société, sera entre les mains des forces du progrès, si l'on peut les qualifier ainsi, ou si le pouvoir politique est entre les mains de ceux qui sont dans la théorie du fondamentalisme identitaire et dans la vision plutôt de la Oumma que d'une société où les individus sont reconnus en tant que tels. Mais je mettrai quand même un bémol à l'absorption de l'individu dans cette constitution, en disant que l'individualité a été niée ou déniée, mais que l'individualisme n'a pas manqué d'exister dans cette constitution. Et cet individualisme, je pense qu'il a pris la forme d'un individualisme collectif. C'est quelque part un paradoxe. Et c'est peut-être ce qui explique que d'une part, nous avons le sentiment d'avoir marqué des points, excusez-moi, je dépasse 30 secondes et je m'arrête tout de suite, nous avons peut-être marqué des points ou remporté une victoire sur le plan des droits et des libertés, et donc nous pensons avoir consacré quelque part l'individualité et l'identité singulière de l'individu, mais cet individualisme collectif a sacrifié justement la vision du projet politique, du projet du régime politique, et c'est à travers une lecture étriquée, extrêmement individualiste, dans laquelle chaque parti s'est projeté, que nous avons finalement, dans un deuxième volet de la Constitution, un régime politique où l'équilibre des pouvoirs n'est pas forcément présent et une vision de la démocratie qui n'est pas une vision sortie du cadre conventionnel, du cadre classique et du cadre étriqué des intérêts de groupes de pouvoir et des groupes d'intérêts et des groupes politiques. Je vous remercie de votre attention. Merci de cette intervention très importante et surtout pour le temps. Vous avez eu, parce que là c'est très bien. Alors je n'ai pas rappelé tout à l'heure le temps parce qu'on a dit hier, je ne veux pas être un président aussi très sérieux dans ce domaine-là, mais en tout cas, vous le savez, 10 minutes c'est déjà suffisant pour lancer des idées, qu'on vient de le faire Madame Nif, pour cet exposé qui va surtout interpeller pas mal de participants, parce que le rôle de l'individu c'est très important. On l'a dit hier, c'est consacré à beaucoup de choses, parce que c'est l'effet de la révolution, c'est le poids de la révolution qui pousse les acteurs justement à penser à d'autres problèmes, à des droits, à des libertés, à des devoirs peut-être, mais on sacrifie un peu l'individu. Ça va donner lieu à des débats, je suis certain, tout à l'heure. Alors sans plus tarder, je passe aussi la parole à
Alors cette fois-ci, on va parler de l'égalité homme-femme dans la Constitution, et c'est... Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je dois tout d'abord préciser qu'il n'y a pas de l'égalité entre hommes et femmes dont il s'agit dans la Constitution tunisienne. Il ne s'agit pas non plus de l'égalité entre êtres humains ou entre individus. Il s'agit plutôt de l'égalité entre citoyens et citoyennes. Et ce, d'après l'article 21 de la Constitution qui dispose que les citoyens et les citoyennes sont égaux en droit et en devoir, ils sont égaux devant la loi. La citoyenneté peut être tenue pour l'équivalent de la nationalité, c'est-à-dire que ce sont les Tunisiens et les Tunisiennes qui sont égaux en droit et en devoir, et de ce fait, l'égalité ne saurait être limitée au seul droit politique, au seul droit de participation à la vie publique propre à la citoyenneté au sens strict du terme. Donc, l'égalité s'étend à tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Les Tunisiens et les Tunisiennes, dans tous les domaines, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. La Constitution étant la norme suprême dans l'ordre juridique, l'adoption de cette disposition devrait impliquer, en principe, l'abrogation implicite, mais certaine, des normes inférieures, des normes infraconstitutionnelles et inégalitaires entre Tunisiens et Tunisiennes, telles que, et surtout, certaines dispositions du Code du statut personnel, et notamment les règles successorales. Elles devraient également impliquer l'abrogation des réserves émises par la Tunisie sur la CEDEAO. Et donc, on peut laisser de côté, ou on peut le prendre comme un argument de plus, le décret-loi numéro 2011-103 sur la levée des réserves par la Tunisie. Les Tunisiens et les Tunisiennes sont égaux en droit et en devoir, et ils sont égaux devant la loi. Les citoyens sont égaux devant la loi. Cette règle, ou ce principe, a posé beaucoup de problèmes au niveau de sa signification et au niveau de son interprétation. En ce qu'Hassan, par exemple, considère qu'il est destiné aux autorités chargées d'appliquer la loi, et notamment aux juges et à l'administration, et ce dans le cadre du principe de la légalité. Mais il n'y a aucune considération de l'interpréter, il n'y a aucune raison de l'interpréter dans ce sens. Cette égalité s'adresse également aux législateurs, c'est une égalité aux yeux de la loi, adressée aux législateurs qui doit réserver un traitement égal aux citoyens et aux citoyennes. Cette règle a deux significations possibles. Tout d'abord, la loi est une et unique pour toutes et pour tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de privilège de loi, privilège au sens strict du terme, au sens étymologique du terme, et ensuite, la loi doit réserver un traitement égal aux citoyens et aux citoyennes quand ils sont dans des situations semblables. Et cela est valable surtout en matière administrative. Égalité en droit et en devoir, égalité devant la loi, c'est une égalité de citoyens et de citoyennes abstraite, une égalité formelle, largement critiquée par les auteurs, mais qui est, à mon avis, indispensable, nécessaire, mais insuffisante pour instaurer une égalité de fait, une égalité concrète et une égalité réelle. C'est dans cet esprit que la Constitution, ou le pouvoir constituant, a adopté certaines mesures de discrimination positive, notamment dans l'article 34 alinéa 2 de la Constitution et dans l'article 46. Il est vrai qu'il n'y a pas de règle générale de discrimination positive, mais il y a quelques principes de discrimination positive, notamment en matière
en matière de participation à la vie politique. Ainsi, l'article 34 alinéa 2 et l'article 46 prévoient que l'État œuvre à la réalisation de la parité dans les assemblées élues, ou œuvre à la réalisation, ou œuvre à assurer la représentativité des femmes dans les assemblées élues. Autre chose, autre règle de discrimination positive, si on peut la considérer ainsi, c'est l'article 46, alinéa dernier, qui dispose que l'État prend les mesures à même d'éradiquer la violence à l'égard de la femme. Et cela devrait impliquer l'adoption de toute une politique de lutte contre les violences à l'égard des femmes et surtout l'adoption d'une loi qui toucherait à tous les domaines, à toutes les matières juridiques. Une loi qu'on peut appeler loi intégrale de lutte contre les violences à l'égard des femmes, et qui est un projet en cours. L'idée est en cours, en tout cas. Dernière chose, l'article 46, dans son alinéa premier, prévoit que l'État s'engage à sauvegarder les droits acquis de la femme, à les consolider et à les promouvoir. Les droits acquis de la femme dans l'imaginaire collectif tunisien tournent autour du code du statut personnel et des lois le complétant. Donc, comment va-t-on le sauvegarder, sachant que le code est aujourd'hui, se serait aujourd'hui retourné contre les femmes ou contre une partie des femmes tunisiennes, et donc comment sauvegarder des droits acquis qui sont issus d'une loi aujourd'hui jugée contre, en gros, contre la femme. Bon, on peut prendre la deuxième partie de la phrase de la disposition, à les renforcer et à les promouvoir. Les promouvoir signifie, par exemple, l'abrogation de l'institution du mari chef de famille, l'abrogation de l'institution de la consommation du mariage, l'abrogation de la dot, de l'institution de la dot, etc. En gros, pour faire une appréciation des dispositions relatives aux femmes et à l'égalité entre hommes et femmes dans la Constitution tunisienne, je dirais que ce sont de bonnes dispositions. La Constitution tunisienne n'a pas prévu beaucoup de règles relatives à la femme. Et moi, en lisant les constitutions iraniennes, par exemple, ou les constitutions des pays du Golfe, j'ai constaté que ces constitutions qui consacrent beaucoup de dispositions à la femme, mais à la femme en tant que mère, en tant qu'épouse. Et donc, la Constitution tunisienne ne consacre que des dispositions relatives à la femme, à la tunisienne en soi. Merci. Merci, de cet exposé sur l'égalité dans la Constitution et surtout l'égalité dans la loi devant la loi. Alors, comme j'ai la parole, je voudrais préciser une chose qui existe dans notre Constitution et qui a donné lieu à pas mal de débats. On avait dans la Constitution de 96 jusqu'à présent, le problème ne se posait pas, on disait la loi est la même pour tous, tout le monde est égal devant la loi. Et on a ajouté dans la nouvelle Constitution la phrase suivante. Alors, la loi est l'expression suprême de la volonté de la nation, toute personne, physique ou morale, et on a ajouté y compris les pouvoirs publics. Sont égaux. On s'est rendu compte en 1911 que les pouvoirs publics ne respectaient pas la loi Omar. Y compris les pouvoirs publics sont égaux devant elle et tenus de s'y soumettre. On a eu beaucoup de temps pour se rendre compte qu'au Maroc, les pouvoirs publics ne respectaient pas la loi. Alors, vous les mettrez
rentrer dans quelle catégorie, homme ou femme? On était obligé de la faire. Oui, donc, et c'est une aberration. Merci. Alors donc, on passe la parole maintenant à Mme Fatma Lafi. Vous allez nous parler de le citoyen dans la Constitution. Merci, Monsieur le Président. Oui, allez-y. C'est un bon message. D'ailleurs, c'est à mes concitoyens en particulier que je vais m'adresser parce que c'est de nous, c'est de vous tous que je vais vous parler aujourd'hui. En effet, on va réfléchir sur le citoyen non seulement à travers son aspect juridico-politique, mais aussi à travers son aspect social, civique, surtout et symbolique. Je ne vais pas m'attarder, bien que bon, je suis friand de notions et donc j'aime souvent revenir à l'étymologie des termes, mais comme mon camarade l'a rappelé, je vais juste rappeler brièvement que dans la théorie politique moderne, le citoyen est conçu comme toute personne qui relève de la protection et de l'autorité d'un État dont il est ressortissant. Il bénéficie de ce fait des droits civiques et politiques et doit accomplir des devoirs envers l'État. En Tunisie, le mot citoyen, à la fois notion et statut, demeure relativement récent dans notre histoire politique et constitutionnelle moderne. En effet, ce terme a été utilisé pour la première fois dans la Constitution du 1er juin 1959, dont le vecteur était la Déclaration de la République du 25 juillet 1957. Et c'est sous votre autorité, Monsieur le Doyen, que je parle, sous votre contrôle. Il reste que plusieurs étaient les obstacles qui ont heurté l'épanouissement de la citoyenneté. On en rappellera à titre indicatif l'ignorance du peuple tunisien dans un premier temps, la mainmise du parti unique, l'instrumentalisation de l'administration publique, la confiscation des droits et libertés, la corruption et j'en passe. Sous le régime de Ben Ali, surtout, on a constaté un désintérêt pour la chose publique qui se manifestait entre autres par un moindre exercice du droit de vote. L'on sait pertinemment que le fameux 99,99 n'était qu'une illusion. Un désintérêt pour la chose publique ainsi qu'une déconsidération de la classe politique dans son ensemble. Ironiquement, si Ben Ali a tout fait pour exclure les citoyens de la scène politique, ceux-ci, dans un moment de lucidité et de prise de conscience historique, se sont accordés à le faire dégager, entre guillemets, du pouvoir, regagnant ainsi leur vraie place de décideurs de leur avenir. Nonobstant cet acte probablement citoyen, mais on ne peut quand même pas se la leurrer. On a tous assisté à la dégénération chaotique, à l'accroissement des actes inciviques allant du pillage, cassure, incendie, dégradation des biens publics lors des manifestations et sit-ins, jusqu'au recours parfois aberrant et excessif aux grèves paralysant l'économie. Sans trop s'attarder là-dessus, force est de constater que l'édification de l'État tunisien ne s'est pas accompagnée d'un apprentissage de la citoyenneté. La citoyenneté n'est pas affaire d'héritage, mais d'éducation. Une éducation qui reste en grande partie tributaire de la manière avec laquelle on conçoit la citoyenneté et le citoyen. Cette manière, on l'a cherchée dans la Constitution de la Deuxième République. En effet, notre lecture du statut de citoyen dans la Constitution nous a mené à deux constats. D'abord, la Constitution a reconquis le statut de citoyen, mais l'on pense qu'elle a raté l'occasion de le parachever. D'abord, la Constitution reconquit le statut de citoyen, mais on pense que cette reconquête s'est faite de deux manières, voire en deux temps, tout en affirmant les droits afférents au statut de citoyen. Le nouveau texte constitutionnel rétablit tant bien que mal celui-ci. Un premier point dans lequel on traitera de l'affirmation des droits citoyens. Faut-il encore le rappeler? Est citoyen celui qui jouit des droits de cité. C'est au travers de ces droits essentiellement politiques que la Constitution considère le citoyen.
Il s'agit du droit de participer aux affaires politiques, c'est-à-dire le droit d'élire et d'être élu, l'article 34. Néanmoins, la simple énonciation de ces droits ne suffit pas à donner corps aux citoyens. Celui-ci doit pouvoir les exercer et participer effectivement à la vie politique. Pour ce faire, deux conditions sine qua non doivent être remplies, la liberté et l'égalité, d'abord en tant que principe, et qui était souligné d'emblée dans le préambule et réitéré dans l'article 21 du chapitre 2 relatif aux droits et libertés. Mais également la liberté et l'égalité en ce qu'elles sont droits civils tels que l'égalité devant la loi, la liberté de la personne, qui sont cités dans l'article 21 aussi, la liberté de parole, d'opinion, l'article 34, lesquels sont essentiels au bon exercice de ces droits politiques. Pour éviter toute confusion, on vient d'évoquer ces droits civils non pas en tant que droits particuliers aux citoyens, car ils sont communs à tous, mais en tant que corollaire des droits politiques. Sans tomber dans l'amalgame qu'a fait la Constitution entre droits de l'homme et droits des citoyens, l'on pense que les droits socio-économiques sont l'appendice des droits politiques et civils en ce qu'ils garantissent la dignité et l'intégrité du citoyen. Par exemple, un citoyen ayant reçu un minimum d'éducation et ou ayant un travail décent, ceci lui permettrait de subvenir à ses besoins et il sera moins tenté de vendre sa voix. On rappellera en deux mots qu'en contrepartie des droits qui déterminent le statut de citoyen, se légitime le devoir de la préservation de l'unité de la patrie et la défense de son intégrité, de même l'obligation du service national, citée par l'article 9, ainsi que le devoir fiscal et la contribution aux charges publiques, citée par l'article 10. Il faut dire que par rapport à la Constitution de 59, le véritable apport de l'actuelle Constitution est le rétablissement du statut de citoyen. Comment ce rétablissement a été fait? Il a été fait justement à plus d'un titre. En effet, à travers l'article 2 qui fait de la citoyenneté un attribut premier de l'état civil, à côté de la volonté du peuple et la primauté du droit, la Constitution redonne une place prépondérante aux citoyens au sein de l'État. Une place qui se confirme plus loin dans l'article 15, lequel article repositionne l'administration publique dans son rapport avec le citoyen, usager du service public. Elle est désormais au service du citoyen et de l'intérêt général. Et dans l'article 139, on reconnaît l'importance du... je vais essayer de... 139. On reconnaît l'importance du rôle du citoyen à l'échelon régional. On pourrait rajouter l'article 25, bien qu'on ne tardera pas à le controverser, interdisant de déchoir de sa nationalité tunisienne tout citoyen. On pourrait l'interpréter comme une disposition qui cherche à revaloriser le sentiment national, et ce à travers l'attachement à la nationalité tunisienne et donc à la citoyenneté. Mais l'on pense que la déchéance de la nationalité tunisienne aurait pu être utilisée comme sanction à l'encontre de ceux qui ne respectent pas les valeurs et les symboles de la République. Celui qui commet un acte aussi abominable que la profanation du drapeau tunisien ne mérite pas d'être reconnu comme tunisien. Enfin, l'article 65 nous semble très important, car il nous introduit une notion nouvelle qu'est les devoirs fondamentaux de la citoyenneté tunisienne, notion qui, l'on espère, pourrait contribuer à la mise en œuvre d'une charte ou d'un code citoyen. Ces louanges ne doivent pas occulter les failles de la Constitution. En effet, l'on pense que cette dernière a raté l'occasion de parachever le statut de citoyen. Je vous demanderai de m'accorder 2 minutes. La Constitution ne parachève pas le statut de citoyen. De la lecture du texte constitutionnel, on a pu relever 2 points qui cassent un peu la construction constitutionnelle du statut de citoyen. D'abord, on a décelé une sorte d'hostilité, sinon, pour être moins cru, une discrimination envers les Tunisiens à l'étranger, les
binationaux. Ensuite, on s'est rendu compte que l'aspect social et symbolique du statut de citoyen est resté timoré. D'abord, l'hostilité envers les binationaux, je vais me référer à l'article 55. L'article 55 qui a suscité un certain enchantement en garantissant pour la première fois des droits politiques aux Tunisiens résidant à l'étranger. Mais il a tout de suite relativisé ces droits car les Tunisiens résidant à l'étranger ne peuvent élire et être élus que dans l'Assemblée des représentants du peuple. L'article 74, quant à lui, anéantit carrément cet enchantement, car il exclut tout candidat n'étant pas tunisien de naissance et dont la religion est autre que l'islam. Il exclut donc les binationaux, il ne leur permet pas d'accéder à la fonction suprême de l'État. Quant à l'aspect social et symbolique, on dira qu'il est occulté quand même par l'aspect politique fort présent dans la Constitution. Ça serait quand même un déficit de pensée si l'on croirait que la simple énonciation des droits politiques suffisent à faire des citoyens. Le citoyen, encore une fois, est affaire d'éducation. C'est la raison pour laquelle on aurait souhaité, par exemple, lire dans l'article 39 relatif à l'enseignement que l'enseignement veille, par exemple, à la diffusion des valeurs citoyennes afin de préparer les générations futures à jouer pleinement leur rôle de citoyen. En définitive, je vais dire qu'on est tous amenés à poursuivre, à s'engager, à poursuivre notre révolution citoyenne qui a été amorcée notamment par la société civile. Et je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre invitation. Merci de cette intervention très intéressante, essoufflée. Moi, j'étouffe. Il n'y a pas de problème. Alors donc, on va passer la parole maintenant. Je passe la parole à Sylvie pour nous parler du quartier. J'ai l'honneur aujourd'hui de participer à ce colloque. J'ai l'honneur aujourd'hui de participer à ce colloque aux côtés de mon professeur Ayad Ben Achour, M. le doyen Ayad Ben Achour, et qui nous a fait honneur aujourd'hui de nous présenter, de nous offrir cette occasion pour participer à ce colloque sur la citoyenneté et son rôle donc, dans tout le processus de transition démocratique qui a commencé en Tunisie depuis la révolution du 14 janvier, qui se poursuit et on espère évidemment qu'il s'achèvera par la consécration de la démocratie en Tunisie. Donc je vais parler aujourd'hui sur le rôle du quartier dans le dialogue national et sur évidemment les limites qui peut-être donc aussi ou les perspectives du rôle du quartier. Donc je vais commencer la crise politique qui a secoué le pays depuis les assassinats politiques commis contre les deux militants Choukri Belaïd le 6 février 2013 et Mohamed Brahmi le 25 juillet 2013, suivi par les attaques terroristes contre les forces armées, nos forces armées en juillet 2013, ont conduit à un blocage des travaux de l'Assemblée nationale constituante. L'aggravation de la situation politique dans le pays au cours de l'année 2013 s'est accompagnée par une crise économique sans précédent. Cette crise est marquée par la montée du déficit budgétaire, le ralentissement de l'activité économique et la hausse de l'endettement. La crise politique et économique a connu le pays au cours de l'année 2013 a largement fragilisé la situation sociale et a menacé le pays par des troubles politiques et sociaux. C'est dans ce contexte que le quartier, composé par l'Union générale des travailleurs tunisiens, du GTT, l'UTICA, l'Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat, la Ligue tunisienne des droits de l'homme et l'Ordre national des avocats, ont proposé de lancer un dialogue national afin de débloquer la situation politique dans le pays. C'est ainsi que 24
partis politiques ont signé solennellement la feuille de route qui a porté sur un calendrier proposé par le Quartet. Ce calendrier a prévu la démission du gouvernement dirigé par Nahda dans un délai ne dépassant pas les 3 semaines qui suivent le démarrage du dialogue national et l'achèvement de la Constitution après 4 semaines. Cependant, si les partis politiques qui ont signé cette feuille de route constituent une frange importante de l'élite politique, cette feuille de route n'a pas, à l'instar de Nahda, Takatul, ni de Tunis et le Parti des travailleurs, d'autres fractions politiques ont exprimé le refus de la signer, à l'instar du Congrès pour la République, le Parti de la Réforme et du Développement et le courant del Mahab. C'est la preuve que cette feuille n'a pas fait l'unanimité de l'élite politique, ce qui constitue une lacune non négligeable. Certains partis politiques ont accusé même le Quartet de les marginaliser au profit d'autres, tandis que d'autres partis politiques ont motivé le refus de signer la feuille de route par le fait qu'elle n'a pas fait l'objet d'un dialogue entre les différentes fractions politiques. Et par conséquent, la signature devrait se faire après l'achèvement du dialogue et non pas avant son démarrage. En dépit des différentes politiques qui ont accompagné le démarrage du dialogue national et les obstacles qui ont entravé son déroulement, puisqu'il s'est suspendu pendant un mois, c'est-à-dire le 4 novembre 2013, il est parvenu à atténuer la crise politique et à raviver un certain espoir chez les citoyens tunisiens qui ont du mal à voir leur pays sous l'ampleur de la crise économique et des frappes aveugles du terrorisme. En effet, les partis membres du dialogue national se sont mis d'accord à nommer M. Mehdi, de même que le processus constitutionnel s'est achevé par la promulgation de la Constitution le 28 janvier 2014. Il faut avouer que le dialogue national a sauvé le processus de transition démocratique. La Tunisie est le seul pays, peut-être ce qu'on appelle ou ce qu'on désigne par printemps arabe, qui a réussi son processus transitionnel malgré les obstacles auxquels il a surmonté. Certes, ce dialogue national a réussi à apaiser les tensions politiques qui ont marqué la scène politique depuis le premier l'assassinat du militant Chokri Belaïd le 6 février 2013. D'autant plus que la réussite de ce dialogue semble donner une bouffée d'oxygène pour l'économie du pays, qui ne cesse de se ralentir depuis 3 années. Mais le plus important est le fait que ce dialogue national a abouti à un compromis témoigne déjà à un certain consensus entre les différents partis politiques et les différentes composantes de la société civile, en dépit des clivages idéologiques qui les séparent. Mais au-delà de cette euphorie qui a accompagné le succès de ce qu'on appelle le dialogue national, la situation politique dans le pays est encore fragile, d'autant plus que l'économie nationale est sous le fardeau d'une crise sans précédent. Le dialogue national risque de devenir une alternative aux institutions démocratiques élues, c'est-à-dire l'Assemblée constituante, qui est au moins la seule institution aujourd'hui qui émane des premières élections libres et démocratiques jamais passées en Tunisie, et donc, ce qui aggrave encore leur crise de légitimité et menace de mettre en déficit tout le processus de transition démocratique. En effet, le dialogue national exprime un échec de la classe politique, que ce soit au pouvoir ou dans l'opposition, puisqu'elle a fait appel à des organes de la société civile pour résoudre la crise politique, au lieu de se mettre d'accord sur ce processus de résolution pour parler direct, au lieu évidemment de faire secours à des institutions en dehors de la classe politique, en dehors de l'élite politique. Si la crise politique ne peut pas se mettre d'accord pour trouver des terrains d'entente, pour sortir de la crise politique, le pays risque le retour probable de la dictature. Certains même prennent pour prétexte les attaques terroristes menées contre l'armée, la police, la gendarmerie, pour plaider en faveur du retour de l'autoritarisme. Dans ce contexte, on note que certains nostalgiques du passé voient dans les événements qui se sont succédés en Tunisie depuis l'été 2013 et la montée à cran des attaques des groupes armés
une occasion pour le retour des anciens dignitaires de l'ancien régime. Ils osent les présenter même, c'est-à-dire ils osent présenter les bourreaux de l'ancien régime comme héros. Le ralentissement du processus de la justice transitionnelle a permis aux tortionnaires de monter de nouveau sur scène après être éclipsés durant la période qui a succédé à la Révolution. Il est vrai que les événements qui se sont succédés en Égypte depuis le 3 juillet 2013, suivi par le coup d'État armé du ministre de la Défense contre le président déchu Mohamed Morsi, encouragent les bourreaux d'hier de revenir. Mais hélas, l'histoire les a dépassés. La révolution est incontournable et risque d'éclater de nouveau pour concrétiser les véritables revendications des peuples arabes pour la démocratie, la justice sociale et le développement économique, et consacrer par conséquent la citoyenneté. Merci de cet exposé. Donc, vous avez, c'est très bien.